Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour faire un petit projet un peu différent où avant on était sur les jeux ces dernières semaines et aussi un petit peu lié avec les réseaux de neurones. Là, alors on pourrait dire qu'on fait un peu l'IA, mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va être aujourd'hui sur la résolution en fait de chemin, comment trouver un chemin optimal en fait, soit dans un labyrinthe, soit en fait entre deux points et avec des obstacles entre les deux. Et en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser un petit peu la recherche en fait de cette solution. Donc on a notre interface graphique, vous voyez, qui contient donc une grille où ce sera ici, on va pouvoir faire notre labyrinthe et on va pouvoir faire aussi nos visualisations de chemin. Et on va dire, par exemple, voilà, je vais cliquer ici avec un clic gauche, donc ça va être mon point de départ, ça va être mon point de fin. Ok, donc vous le voyez, on les distingue les deux avec des couleurs différentes. Et ensuite, on va maintenir clic gauche enfoncé, et on va pouvoir dessiner ici ce qu'on va appeler des murs, ok, c'est-à-dire en fait des obstacles. C'est-à-dire que quand on va trouver le chemin, en fait, quand on va arriver par exemple ici, on va pas pouvoir aller plus loin, il faudra qu'on contourne. Donc on va faire solve, ok, et là on va voir la visualisation de comment faire pour trouver le chemin optimal. Donc on va tester en fait grâce à un algorithme de recherche, on va tester en fait quelles sont les possibilités et trouver en fait celle qui est la plus intéressante. Et celle qui est la plus intéressante, en fait, on va l'évaluer avec une fonction. Et cette fonction va nous évaluer en fait le coût et le coût de déplacement et le coût entre le point de départ et le point final, ou le point objectif, donc c'est-à-dire notre petit point violet ici, pour savoir en fait quel est le chemin qui coûte le moins cher. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clear all. Donc ça va tout enlever, vous voyez. Si j'ai envie, je peux juste faire comme ça et trouver ensuite le chemin optimal. Donc lui, ce sera pas trop compliqué, ça va être en fait une forme de L, et ensuite ça va nous donner le bon chemin, en fait, une fois qu'on verra la ligne verte qui va arriver. Voilà, nickel. Donc ça, c'est bon. Si par exemple je dis, là je veux faire ça, et en fait je me suis trompé, je clique droit et je mets ailleurs. Vous voyez, là je clique droit et je mets ici par exemple mon point de départ. Ensuite, voilà, vous avez des murs aussi que vous pouvez mettre donc en noir. Si je fais un clic droit enfoncé, je peux enlever des parties de mon mur. Si je fais clic droit et que je maintiens clic droit enfoncé, je vais enlever tous les murs en fait où ma souris passe dessus. Et si j'ai envie, je peux faire un clear walls où j'enlève carrément tous mes murs, mais je laisse mes points ici intacts comme ils sont, comme vous pouvez le voir actuellement. Et après, je peux faire du coup un solve. Et il va tester donc du coup tous les chemins intéressants et ensuite me trouver le chemin optimal. Voilà, comme ceci. Alors, ça c'était du coup pour, on va dire, nous on fait à la mano, mais on peut faire aussi des labyrinthes. Voilà, boum, on a généré un labyrinthe en cliquant sur Generate. Donc le Generate, c'est pour générer un labyrinthe. Et disons, par exemple, voilà, on est ici et nous on veut aller là. Eh bien, on fait les points, comme je l'ai dit, et on fait un solve. Et là, il va essayer de nous trouver le chemin optimal. Et voilà, ça y est, donc vous pouvez voir avec le cercle, enfin le trait en vert qui est un peu grand comme on peut le voir. Et ça y est, hop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clear pass ici. Et du coup, on garde notre labyrinthe. Et on peut faire du coup, on peut remettre à deux endroits différents. Voilà, donc ça c'est aussi une fonctionnalité que j'ai mis, donc il y a 5 comme on peut voir. Donc Generate, c'est pour générer un maze, donc un labyrinthe. Solve, c'est quand vous avez placé vos deux points. Donc le point de départ et le point de destination. Le point de départ, c'est le point orange, ou le carré orange plutôt, mais moi je vais dire point des fois. Et point violet, donc c'est l'arrivée, le point d'arrivée. Clear pass, c'est pour enlever donc le chemin et les recherches de chemin. Clear walls, c'est les obstacles, donc c'est-à-dire les carrés noirs. Et clear all, c'est vraiment on réinitialise tout ce qu'on a fait, donc c'est-à-dire qu'on revient à une grille vide. Voilà, donc je reclique sur solve. Et vous pouvez voir aussi que ces labyrinthes en fait ont forcément une solution, c'est-à-dire que peu importe le point en fait que vous prenez, enfin les deux points que vous prenez, vous trouverez en fait un chemin. Donc ça c'est assez cool en fait, peu importe en fait les points que l'on prend, notre labyrinthe aura un chemin en fait entre ces deux points. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la présentation générale. Donc vous voyez que c'est un truc assez rigolo je trouve, enfin en fait c'est un truc assez visuel, donc c'est assez intéressant, avec plein de petites couleurs et un peu d'animation. Donc ça sera fait en Pygame, comme vous pouvez le voir un petit peu avec le petit serpent là, et
Ce sera un code j'ai pas envie de dire difficile, parce que c'est pas bien de dire que c'est difficile, même si ce sera pas non plus super simple. Il y aura deux algorithmes qui seront peut-être un peu compliqués à comprendre si vous les avez absolument jamais vus. Ce sera l'algorithme pour générer le labyrinthe et l'algorithme pour résoudre, en fait, pour trouver le chemin. Mais à part ça, ça reste du paygame, donc qui n'est pas trop compliqué. En plus de ça, ok, il y a un peu de l'animation, mais en fait, vous allez voir, on va pas tricher, mais ça va être une animation, en fait, qui est pas trop compliquée. Surtout qu'en fait, c'est juste, afficher au fur et à mesure le changement de couleur des carrés. Donc c'est pas un gros truc compliqué. Et après vous voyez là on a un petit menu avec des boutons. Donc ça non plus c'est pas trop compliqué. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais quand on appuie sur un bouton, il y a une petite animation en couleur. Il y a un petit changement de couleur. Là j'ai cliqué sur Solve, ça n'a fait rien. C'est normal parce que j'ai pas mis mes 2 points. Si j'en mets un ici et un ici, hop, là ça va fonctionner. Et ça va me trouver aussi le chemin qu'il me faut. Voilà, donc ça aussi j'ai fait un petit effet, donc on va voir aussi comment on peut faire ça. Bref, sur ces belles couleurs, on va pouvoir commencer le projet. Alors je vais fermer ça. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est qu'il va vous falloir installer Pygame et NumPy. Le reste, donc là comme vous pouvez voir ici on utilise par exemple HipQ and Random, c'est des librairies de base en Python, donc ça fonctionne. Python, je vous conseille d'avoir au moins 3.12, c'est la version que j'utilise, et si vous voyez cette vidéo plus tard, ce qui sera le cas puisque ce sera forcément après le tournage de cette vidéo, vous aurez peut-être des nouvelles versions Python, donc prenez la dernière version qui existe sur le site, il n'y aura pas de souci. J'utilise pas des grosses fonctions, des gros codes en fait, des librairies de NumPy ou Pygame, donc ça ne sera très certainement pas mis à jour avec une mise à jour qui casserait le code. Ensuite, au niveau de l'organisation du projet, alors comme d'habitude, si vous connaissez les environnements virtuels, je vous conseille d'en utiliser un. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faudrait peut-être qu'un jour je vous en parle. Et si vous êtes intéressé par ça, que vous connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais si vous connaissez pas, c'est pas grave. Vous oubliez le dossier qui s'appelle env, ENV. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les fichiers readme et license et gitignore, ça aussi vous vous en fichez. En fait, votre dossier qui va contenir votre projet, vous l'appelez comme vous voulez, il va contenir un fichier qui s'appelle main et un dossier src. Ok, donc le dossier qui contient votre projet, il a un fichier Python et un dossier src. Vous pouvez changer les noms évidemment, mais si vous voulez suivre un petit peu et comprendre en fait comment j'ai fait, peut-être que garder les mêmes noms c'est mieux parce que vous verrez le lien. Ensuite, dans src vous allez avoir deux fichiers, gui.py et buttons.py. Donc gui ce sera notre interface graphique, ok, qui sera une classe en fait qui va gérer toute l'interface graphique, et buttons.py en fait sera notre menu en fait de boutons qui est en haut. Le dossier PyCache vous ne vous intéressez pas parce que c'est un dossier qui va être créé au lancement du code. Quand vous allez l'exécuter, Python va stocker des choses en cache et va les mettre dans ce dossier là. Voilà, bon c'est pas important, vous n'avez pas à le créer vous-même, il sera créé automatiquement si nécessaire. Et s'il n'est pas créé, ce n'est pas grave. Ok, donc du coup on aura trois fichiers, un fichier main.py et un fichier gui et buttons.py. Ensuite, comment tout ça va fonctionner? Donc on va avoir une interface graphique, ok, donc qui sera notre truc en Pygame, qui va être fragmenté ou découpé en deux parties, ok. Donc la première partie ici, ce sera donc du coup notre menu qui contient 5 boutons. Donc on a Generate, je voulais marquer Solve parce que je croyais que c'était Solve. Je vais l'enlever pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Hop, Generate, voilà, Solve. Et ensuite vous avez les autres boutons Clear, Pass, Clear Walls et Clear All. Voilà, je vais pas tout marquer. Et ensuite on a notre grille. Ok, donc comment chacun se décompose? Alors déjà, ceci, c'est pas trop compliqué. En fait, ce que ça va être, c'est que on va avoir en fait une partie de notre interface qui va être un rectangle, et ce rectangle va représenter le bouton. Et si notre souris clique sur ce rectangle-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les coordonnées de la souris. Et si ces coordonnées sont une des coordonnées, en fait, sont un des points du rectangle, alors ça veut dire que on a cliqué sur notre bouton et on va activer la fonction qui est associée. Voilà, tout simplement. Et ensuite, l'organisation, on sait qu'on a 5 boutons. On les veut de même taille. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la largeur de notre interface graphique, ok, donc on va l'appeler L, et on va la diviser par 5. Tout simplement. Et après la hauteur, c'est un peu une valeur arbitraire, ok, mais il suffira juste de donner en fait une hauteur. Alors on va dire que la hauteur totale c'est grand H, ok, et L, cette hauteur là c'est petit h, tout simplement.
Donc ça c'est juste voilà pour pour nos boutons. Donc il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Dans le code, je vais vous montrer un peu d'autres trucs parce que je décompose un peu plus le processus. Mais en fait c'est ça l'idée du coup pour cette interface, ce bout d'interface, cette partie de l'interface. Ensuite la grille, bon on verra après. Donc on va commencer par buttons.py. Ce que vous allez faire c'est que vous allez importer Pygame, comme ça au moins vous pourrez l'utiliser, il ne mettra pas des trucs en rouge. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez créer une classe qui s'appelle buttons, qui va être notre classe en fait, qui va contenir tous nos boutons ici, et que on va appeler une de ces méthodes en fait pour nous aider à afficher tous ces boutons là. Cette classe là elle va aussi nous aider à associer les fonctions en fait à chacun des boutons. Ok, donc ce qu'on fait, c'est que on fait class buttons avec un constructeur qui va contenir un paramètre qui s'appelle height. Alors height, j'ai mis une valeur par défaut. Je sais pas si je la change pas par la suite. Si je la change, ok. Donc cette valeur là, vous l'ignorez. J'ai juste mis une valeur par défaut, mais c'est pas la valeur que je vais garder. Ensuite, je vais récupérer la surface de Pygame. Donc la surface de Pygame. Qu'est-ce que je raconte? L'interface graphique, qui est une surface. Une surface, c'est, vous voyez, tout, par exemple, notre interface graphique est une surface. C'est en fait tout simplement une sorte d'objet où on va pouvoir mettre des choses dessus. On va pouvoir afficher des images, des couleurs, des surfaces dessus, etc. C'est un peu l'élément de base de Pygame. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous récupère vraiment l'interface graphique ici. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'amuser à l'envoyer, à la faire passer en paramètre ou quoi que ce soit. Et donc pour cela, on fait simplement un pygame.display.getSurface. Ce que ça fait, c'est que on va regarder on va prendre notre module Pygame. Dans notre module Pygame, on a un sous-module, donc c'est-à-dire un recueil de code en fait qui ont un but précis. Donc celui-là c'est display, donc je le connais pas en détail, mais c'est un recueil de code qui s'appelle display, donc un sous-module, hein. Et ça veut dire qu'en fait ce code-là, il va être en lien en fait avec tout ce qui est l'affichage. Ok, donc l'affichage, l'affichage de l'interface graphique, gérer par exemple tout ce qui est la taille d'une interface graphique, tout ça. Alors que par exemple si on avait un sous-module qui s'appelle math, ou mathématiques, M-A-T-H, ce serait en fait toutes les fonctions qui permettent de faire des calculs pour divers trucs, par exemple des calculs de distance, des calculs de, je sais pas, de racine carrée, des calculs vectoriels, donc des vecteurs, tout ça. Ce serait donc du coup un autre recueil qui est lié à un but, qui est lié à un truc en commun, qui est donc le calcul mathématique. Voilà, et ensuite on appelle la méthode getSurface, qui nous permet de récupérer notre interface graphique. Ensuite on va avoir self.font, donc ça va être pour récupérer une police de taille 36. Ce qu'on fait, pareil comme j'ai dit, là on fait pygame.font, donc c'est-à-dire qu'on récupère on va en fait dans un sous-module de Pygame qui est font, donc qui est tout le code lié au texte, et on va récupérer la classe font en fait, ce qui va nous permettre d'avoir un texte. Ensuite, width. Donc width, c'est la largeur. C'est la largeur de notre interface graphique. Pour pouvoir l'obtenir, on fait self.screen.getWidth. Ça, en quoi ça nous est utile? C'est le L en fait ici. Ensuite, height. Donc ça, ce sera pas la hauteur de la fenêtre, attention, ce sera la hauteur de nos boutons. Ok, donc c'est-à-dire dans notre cas ici le petit h. Ensuite, buttons. Donc buttons, ce sera notre liste qui va contenir chacun de nos boutons. Nos boutons, en fait, ce sera juste des rectangles ici. Et on aura une liste, en fait, qui va contenir le texte à afficher pour chaque bouton. Donc, button text. Ça veut dire qu'en fait, le bouton qui a l'indice i, il a un texte qui se trouve à l'indice i aussi dans button text. Et il aura une fonction associée qui se trouvera à l'indice i dans l'attribut functions ou la liste functions. Ensuite, on aura une couleur associée à chaque bouton. Donc, pareil, la couleur à l'indice i sera le bouton de l'indice i. Sera le IM bouton. Animated Colors, donc ça, c'est en fait, vous vous rappelez quand j'appuyais, le bouton était changé un peu de couleur. La couleur était plus foncée. En fait, je vais stocker ici mes couleurs en foncé. Enfin, mes couleurs pour l'animation. Donc, c'est-à-dire des couleurs qui diffèrent un peu de colors. Elles diffèrent en fait en étant juste un peu plus foncées. Animations, étant donné que je revois rapidement. Ok, je vois ce que c'est. Animations, en gros, ça va être pour... en fait, c'est lié du coup à quand on clique sur le bouton, ça fait une couleur enfoncée, ça le fait pendant un certain temps. Enfin, une couleur foncée, pas une couleur enfoncée pendant. Une couleur foncée pendant un certain temps. C'est à ça que va nous servir Animation. C'est-à-dire que, en fait, on va avoir un compteur qui va nous dire pendant combien de temps on va garder cette couleur-là. Et ce compteur, il va s'arrêter quand il va atteindre Max Animation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce compteur là dans animation, il va donc pour chaque
pour chaque case, enfin pour chaque bouton, il va avoir une valeur différente. Donc admettons, on clique sur Generate. Donc ce que ça fait, c'est que ça va activer le compteur de Generate. Donc ça va incrémenter. Et quand sa valeur va atteindre Max Animation, ou dépasser sa valeur, eh bien on va réinitialiser ce compteur et donc on va changer la couleur. Et comment ce compteur va être incrémenté? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ce compteur-là, on va le mettre à jour à chaque fois que on va appeler une méthode. Et cette méthode va être appelée plusieurs fois par seconde parce que ça va être lié en fait au fonctionnement de notre interface graphique, où on va avoir une autre méthode qui va nous permettre de mettre à jour régulièrement notre interface graphique. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la méthode assez importante qui est addButton, qui va nous permettre de créer nos boutons. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera en fait basiquement un rectangle de Pygame qu'on va dessiner ensuite sur l'interface graphique, et on va lui associer un texte, une couleur et une fonction. Donc les paramètres, bah, ça va être quoi? Bah, ça va être xy, with, height, text, color and function. Donc xy, xy, c'est tout simplement sa position, c'est-à-dire où est-ce qu'on va le mettre sur notre interface graphique. Donc Pygame, hein, je rappelle, le point xy, ça veut dire si j'ai un point xy ici que je dessine un rectangle, ça va me dessiner mon rectangle comme ceci, ok? Des fois, vous pouvez avoir un moteur de jeu où ça c'est votre point XY, donc du coup le rectangle il va être dessiné comme ça. C'est-à-dire qu'en fait le point XY, ce sera le centre du rectangle. Là ce n'est pas le cas, là c'est le haut gauche, ok? Ça c'est très important. Donc ça veut dire que ce bouton ici, sa coordonnée en fait, ou son point d'ancrage, donc son point où on va commencer à le dessiner, c'est 0, 0. Et ensuite on va lui donner une largeur et une hauteur comme ceci. Donc la largeur ça va être comme ça, et la hauteur, bah, ça va être une hauteur qui va vers le bas, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite on complète le carré ou le rectangle. Donc on va créer du coup un rectangle en coordonnées xy, de largeur width et de hauteur height. Attention, height c'est pas la même chose que ici, c'est la valeur du paramètre là. Text, bah, c'est le texte en fait qui va être affiché sur le rectangle par la suite. Color, bah, c'est la couleur de notre rectangle. Et la fonction, c'est la fonction associée. Donc par exemple, si je clique sur Generate, bah, ça va appeler la fonction ou la méthode qui va me générer mon labyrinthe. Ok, donc comment fonctionne le code à l'intérieur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un self.buttons.append. Donc on va ajouter en fait un rectangle à nos boutons actuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter en fait un rectangle. Parce que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le bouton, en fait, c'est un rectangle basiquement. Donc pour créer un rectangle en Python, on fait pygame.rect et on lui donne la coordonnée xy de ce rectangle et la largeur et la hauteur. Voilà, et c'est tout. Donc là, ça va nous donner en fait un rectangle qui est en fait un objet Pygame qu'on va prendre et on va pouvoir le mettre sur notre interface graphique. Et on aura juste à dire, mets-le moi sur l'interface graphique. Et ça va le mettre automatiquement. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a déjà ses coordonnées et sa largeur et sa hauteur. Ensuite, on va créer un texte. Le texte qu'on va faire, c'est que on a la police, on a le texte du texte, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ce qui va y avoir, ce qui va être écrit dans ce texte. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un nouvel objet Pygame avec ce texte-là. Donc pour ça, on va faire self.fonts.render. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre notre police ici et ça va nous donner un texte Pygame, c'est-à-dire un objet en fait qui représente un texte que Pygame peut comprendre. Le texte, en fait, ce qu'il va avoir décrit, c'est le texte qui est passé en paramètre, donc ce sera une chaîne de caractères. True, je sais plus ce que c'est anti-alias, je sais plus exactement, mais je sais qu'il faut le mettre. Et la couleur, c'est simplement la couleur du texte. Vous pouvez mettre du noir, du blanc, ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai mis ici, c'est du noir. Ensuite, text width, text height. Ça, c'est tout simplement la largeur et la hauteur de notre objet qui reprend notre texte. Ça, j'en ai besoin parce qu'en fait, je veux centrer mon texte dans chacun de mes rectangles, donc dans chacun de mes boutons. Ensuite, la position. Donc la position, c'est où est-ce qu'on va, quelles coordonnées on va mettre notre texte. Et notre texte, n'oubliez pas, c'est exactement comme un rectangle. Donc si on a un texte T, ok, vous imaginez, voilà, vous avez une sorte de surface en fait, à nouveau, donc un peu comme un rectangle qui délimite en fait tout ce texte. Ok, et qui vraiment délimite très bien, c'est-à-dire que voilà, là, si le T il est là, l'interface, donc la surface de mon texte, elle va être délimitée ici par ce rectangle-là qui est vraiment tangent à la bordure de la barre du T, de la barre horizontale du T. Et pour pouvoir le positionner, c'est tout simplement la coordonnée du haut gauche de cette surface. Ok, donc si c'est en 150-150, admettons, ok, j'ai un peu la flemme d'écrire le reste, surtout que c'est dégueulasse. Ça veut dire que là, ici, cette coordonnée sera 150-150. Et la largeur et ensuite mon texte, il va être dessiné comme ceci. Hop, voilà.
comme un rectangle. C'est le même principe que le rectangle. Et moi, ce que je veux, c'est que je veux pouvoir le centrer sur mon rectangle. Donc ça veut dire que mon rectangle, je vais enlever ça. Donc admettons, nous avons un rectangle comme ceci, ok, qui est mon bouton. Moi, mon texte, je veux le mettre au milieu. Donc ce que je vais faire, comme c'est indiqué ici, je fais x plus width divisé par 2. Donc ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que je suis en coordonnée x ici, et je fais width divisé par 2. Donc c'est-à-dire que je fais la largeur de mon rectangle divisé par 2. Donc en fait, je vais aller au centre de mon rectangle. Bon, alors ici, je me suis peut-être un peu loupé sur le centre, mais voilà, on sera du coup ici en coordonnée x. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est que si j'affiche mon texte, bah, rappelez-vous, mon texte, ça va afficher en partant du haut gauche. Donc ça va l'afficher comme ceci. Bon, ce sera plutôt comme ceci parce que après, je vais faire pareil en coordonnée y. Mais ce sera pas tout à fait centré. Le début de mon texte sera centré, mais le reste non. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il soit centré comme ça. C'est-à-dire que vraiment, le centre du texte, il est confondu avec le centre du rectangle. Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends la largeur de mon texte et je divise par 2. Et je soustrais du coup cette partie-là à ma coordonnée x. Ou à ma nouvelle coordonnée x. Et c'est ce que je fais ici. Je soustrais text width divisé par 2. Donc j'enlève en coordonnée x, j'enlève la moitié de la largeur de mon texte pour que mon texte commence à être dessiné ici. Donc il va me dessiner la première moitié. Quand je vais arriver à la première moitié, en fait je vais être au centre de mon rectangle. Et ensuite je vais terminer avec l'autre moitié. Et j'aurai du coup bien mon texte qui est centré. Et y, c'est exactement le même principe. Ensuite, self.buttonsText append. Donc on va ajouter au texte des boutons le texte, la couleur et la position dans un tuple. Et ensuite, on va ajouter la fonction. Donc la fonction, ce sera une fonction passée en paramètre. Donc imaginez, je sais pas, une fonction qui s'appelle devTest, qui affiche un truc ou qui fait un calcul. Bah, ce sera passé ici. Couleur aussi. Ça sera la couleur de mon rectangle, pas la couleur de... Non, ce sera la même couleur, pardon, excusez-moi, j'allais dire n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, Animated Colors, donc ce sera la couleur qui sera utilisée quand le bouton sera enfoncé. Et pour avoir cette couleur-là, on va appeler une méthode qui s'appelle DarkenColor, qui est ici. Donc en fait, ça va juste être un tuple qui va prendre le maximum entre 0 ou la couleur où j'ai retiré 50. Enfin, le canal de la couleur où j'ai soustrait 50. Donc les couleurs ici, on l'a vu là déjà, c'est des canaux RGB. C'est-à-dire des canaux qui reprennent les couleurs rouge, vert et bleu. Et ça fait après la synthèse de ces couleurs. Donc en fait, c'est des valeurs entre 0 et 255. Donc admettons, j'ai une valeur en rouge de 250. Allez, je vais faire tout le tuple. J'ai 250, 100 et... allez, on va prendre 30 pour qu'on ait un peu tous les cas de figure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 50 à chacun de ces canaux. C'est ce que ça fait ici. En fait, là, j'ai une liste par compréhension. Donc je vais parcourir chaque valeur de color. Color, ce sera un tuple comme ceci. Et ce que je vais faire pour chaque valeur, je vais faire le max entre 0 et C-50. Pourquoi max entre 0 et C-50? Simplement parce que ça doit être une valeur entre 0 et 250. Et ça ne me garantit pas que j'aurai toujours une valeur positive. Entre 0 et 255, pardon. 0 et 255. Donc, première valeur, 250 moins 50, ça fait 200. C'est bon. Je stocke mon 200. 100 moins 50, ça fait 50. Toujours positif, c'est bon. 30 moins 50, par contre, ça va faire moins 20. Donc, je vais mettre 0 à la place. D'où le max entre 0 et C-50. Voilà. Et ça, du coup, ça enlève en fait des valeurs au canaux RGB, ce qui permet d'avoir une couleur un peu plus foncée. Voilà. C'est un truc un peu arbitraire. C'est juste comme ça. C'est juste pour avoir un petit changement de couleur quand j'appuie sur le bouton. Et ensuite, animations.append 0. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, self.animation, ça va contenir les compteurs en fait de chaque bouton pour leurs animations, donc c'est-à-dire quand le bouton sera cliqué, qu'on va changer un petit peu la couleur pendant un petit moment. C'est ça l'animation, entre guillemets, qu'il y a ici. Donc ensuite, maintenant, on va avoir la méthode Draw. Donc la méthode Draw, elle est importante parce que c'est la méthode qui va nous permettre d'afficher notre bouton. C'est-à-dire notre rectangle avec le texte et la couleur. La couleur qui peut varier si on a cliqué sur le bouton ou pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir, en fait, nos deux listes buttons et button texts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec un zip. Alors, zip, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas trop connu. En fait, zip, c'est un peu le même principe que si vous faisiez par exemple, je sais pas, vous faites un for élément
in ensuite votre liste, ok, oui, ça devrait pas s'appeler comme ça, liste comme ça, allez, on va l'appeler comme ça. Donc là où vous parcourez chaque élément de votre liste qui s'appelle liste. Comment faire si vous voulez parcourir 2 éléments de liste en même temps? Ici ça nous arrangerait bien parce qu'en fait on a stocké les boutons et d'autres trucs qui sont associés à chaque bouton dans des listes différentes. Eh bien on va utiliser zip. Et zip, ce que ça fait, c'est que ça va prendre une première liste 1, ok, une liste 2, une liste 3, autant de listes que vous voulez. Et ce que ça va faire, c'est qu'à la première itération, ça va prendre la première valeur de liste 1 et la première valeur de liste 2. Si vous avez juste une variable d'itération, donc ici élément, ben, élément, en fait, imaginez que c'est en fait égal à un tuple qui contient des éléments, donc élément 1 et élément 2. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire sinon élément 1, virgule, élément 2. Donc élément 1, ce sera la valeur prise dans liste 1 et élément 2, ce sera la valeur prise dans liste 2. Ok. Première itération, donc on prend la première valeur de liste 1 qui va être récupérée dans élément 1 et la première valeur de liste 2 prise qui sera stockée dans élément 2. Itération suivante, deuxième valeur de liste 1 qui sera stockée dans élément 1 et deuxième valeur de liste 2 qui sera stockée dans élément 2. Le seul truc où il faut faire gaffe, c'est que les longueurs de liste 1 et liste 2 soient les mêmes. Sinon vous allez avoir un problème, parce qu'à un moment vous allez arriver, une des listes n'aura plus de valeur, mais l'autre aura encore des valeurs. Et donc c'est ce qu'on fait ici, c'est que on fait for élément 1 que je vais appeler ici bouton et élément 2 qui va être un tuple en fait, qui va contenir en fait toutes les valeurs contenues dans button text. Et button ce sera la valeur contenue dans buttons. Donc chaque valeur prise dans buttons ou self.buttons. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord un if self.animations entre crochets self.buttons.index button. Alors, ça veut dire quoi? En fait, on regarde le cas où on est en train d'animer notre bouton, donc c'est-à-dire quand on est en train d'avoir un changement de couleur. Donc ça, ce que ça fait, c'est que on va regarder en fait si le compteur qui est stocké dans animations du bouton actuel, il est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'il a été lancé. Ça, pour savoir le bouton associé, on va pouvoir avoir l'index en fait du bouton actuel, et on fait un self.buttons.indexButton. Donc ça va nous donner l'indice de bouton, donc qui est un élément contenu dans self.buttons. Donc s'il est plus grand que 0, on va continuer l'animation, donc on va incrémenter de 1 ce compteur, donc on va faire continuer l'animation, et on va prendre la couleur à utiliser. Ça c'est peut-être un peu lourd parce qu'à chaque fois je récupère à chaque fois la même couleur, mais bon, tant pis. Donc ce que je fais, c'est que je fais le même principe, je récupère la couleur associée à ce bouton en faisant la couleur pour l'animation, donc qui est stockée dans Animated Colors, en prenant en fait l'index en fait de ce bouton qui est contenu dans self.buttons. L'index qui est ici, ce sera le même index associé ici dans Animated Colors. Ensuite, ce que je fais, c'est que si je vois que le compteur de animation, il est plus grand que self.maxAnimation, ça veut dire qu'en fait là, je ne dois plus afficher mon bouton avec une couleur à foncer, parce que le temps qui était alloué à avoir une couleur plus foncée est terminé, donc je vais arrêter ça. Donc je vais réinitialiser mon compteur, je vais le mettre à 0, ok? Ce qui veut dire que je ne rentrerai plus dans ce if à la fois suivante. Et ensuite, je fais un pygame.jo.rect et je vais dessiner un rectangle sur self.screen, donc c'est-à-dire sur mon interface graphique, avec une couleur à utiliser, donc pour dessiner mon rectangle. Et mon rectangle, il va avoir un bouton. Enfin, il va avoir un bouton, c'est-à-dire en fait un rectangle lui-même. Bouton, c'est un rectangle au final. Donc je dessine en fait un objet rectangle en utilisant cette méthode-là. Cette méthode, elle permet de me dire, regarde, tu as un rectangle à afficher, ok, je te donne sur quelle interface tu dois le dessiner et quelle couleur tu dois utiliser pour dessiner ce bouton. Si par contre on n'est pas rentré ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas où on a l'animation du bouton à faire, eh bien je fais pareil, pygame.jo.rect, self.screen, color, button. C'est exactement le même truc. En fait, le seul truc ici, c'est qu'en fait on incrémente en fait le compteur d'animation et on récupère la bonne couleur. Sinon, en fait, on peut juste récupérer la couleur qui est ici. Ensuite, je vais faire un pygame.jo.rect self.screen 000 button 1 pardon. C'est que, en fait, je vais dessiner un rectangle, mais en fait, qui va juste être une bordure. En fait, ce 1 là ici, en gros, ça veut juste dire on veut un rectangle où on va seulement dessiner la bordure. On va dessiner une bordure de 1 pixel. En gros, ici, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on dessine un rectangle, mais on veut qu'il soit entièrement rempli. Ok, donc c'est à dire que là, hop, on a un rectangle et on va remplir tout ce qu'il y a là-dedans d'une certaine couleur. Si on met un 1, ça veut dire qu'on veut juste en fait un remplissage de 1 pixel. Et le remplissage, il commence par le contour. Ok. Si on dit on veut 3 pixels, et alors on va remplir 2 pixels en plus sur chaque côté. Ok. Bon, c'est un remplissage un peu dégueulasse que j'ai fait là.
mais j'espère que vous voyez l'idée. Et ensuite, j'affiche mon texte en prenant l'objet texte et la position qui a déjà été calculée auparavant. Animate buttons, je sais même plus si je l'utilise. Oui, si, en fait, c'est juste pour démarrer le compteur. Ne plus le mettre à 0, mais le mettre à 1. Ce qui fait que quand je vais rentrer ici dans cette méthode Joe, je vais pouvoir rentrer là-dedans si j'ai l'animation de bouton à faire. Et ensuite, check, click. Donc, ça va prendre une position. Donc ça va être la position de là où la souris a cliqué, donc a fait un clic gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir chacun de nos boutons, donc pareil, même principe. Et si on a un button.collide point, donc ça veut dire qu'en fait, là, on a nos boutons qui sont des rectangles qui sont à des coordonnées données et d'une taille donnée. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder tous les points qui sont ici. Vous imaginez tous les points, ok, ils ont des coordonnées. En fait, ces rectangles ils sont constitués d'un ensemble de points. En fait, si notre souris elle clique ici, donc à un endroit, donc ça veut dire que le point où on a cliqué sur la souris, si c'est un point qui appartient au rectangle, ce sera pas compliqué à vérifier. Eh bien, si les deux en fait matchent, c'est-à-dire que c'est le même point, ça veut dire qu'on a cliqué en fait à un endroit de ce rectangle. On a cliqué sur ce rectangle. Donc ça veut dire qu'en fait, on veut cliquer sur ce bouton, sur ce rectangle qui représente un bouton. Donc on va commencer l'animation en faisant animate button et ensuite on lance la fonction qui est associée. La fonction qui est contenue dans functions ici. Et la fonction sera automatiquement appelée. Et ensuite on return true pour dire voilà, on a bien cliqué sur un truc, sinon on return false. C'est-à-dire que là où a cliqué l'utilisateur, ce n'était pas sur un des boutons, tout simplement. Ça pouvait être ailleurs, par exemple sur la grille. Donc ça c'était pour les boutons qui seront du coup ensuite affichés sur le haut de la fenêtre. Et maintenant on va pouvoir s'intéresser au reste de l'interface graphique, ce qui sera en fait basiquement la grille et les interactions que fait l'utilisateur entre l'interface graphique et la grille. Ok, donc là on rentre dans le dur. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va importer plusieurs modules. Donc on va importer random, ipq, pygame, numpy, et ensuite on va faire un from .buttons, import buttons. Et ça veut juste dire en fait qu'on va récupérer la classe buttons. Et pourquoi on l'a fait comme ça? Tout simplement parce qu'en fait GUI, le code va être utilisé depuis main.py. Et pour que ça fonctionne bien, en fait, il faut que les classes, quand on les récupère d'un autre fichier, le chemin d'accès soit le chemin d'accès du fichier qui va tout exécuter. Donc ici, c'est main, ce qui veut dire en fait que pour pouvoir accéder à buttons, il faut aller dans src et ensuite dans buttons.py. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait un from src.buttons import buttons. Ensuite, je vais avoir quelques constantes de couleurs, donc des tuples en fait avec les valeurs qui représentent les canaux RGB. Donc je vais avoir du white, du black, du green, du red, du blue, purple et du orange. Donc ce sera pour les couleurs des boutons, mais aussi de mes points de départ et d'arrivée. Et l'animation aussi, donc les chemins en fait qui sont testés par l'algorithme, et aussi les murs en black. Voilà. Ok, donc déjà commençons par constructeur et les attributs de notre classe GUI. Donc tout d'abord on va avoir un paramètre qui sera cell size. Donc ça sera la taille de nos carrés ou de nos cases. Donc ça sera un carré de 15 pixels, 15 par 15. Ensuite on va faire self.screen qui est pour pareil récupérer l'interface graphique. With the height, on va récupérer la largeur et la hauteur de notre interface graphique. Le background, donc ce sera la couleur de fond, ce sera du blanc. Ensuite, on va récupérer la taille de la case. Shift, en fait ici, c'est notre petit h ici. Ça va être en fait la hauteur qu'on va allouer à nos boutons. Grid width et grid height, donc ce sera un carré du coup. J'ai fait en sorte en fait que la valeur ici, quand je la soustrais, ça me donne en fait une largeur et une hauteur qui est de la même taille. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une largeur de 675 et une hauteur de 750. Et 10% de la hauteur, donc qui sera ici, ça va me donner 75. Donc quand je vais soustraire 75 à 750, je vais avoir 675. Ce qui veut dire en fait que mon interface, enfin ma grille ici, elle aura en largeur et en hauteur la même taille. Donc j'aurai bien une grille en fait avec que des carrés. Voilà. Donc ça, faire attention parce que si vous changez les valeurs de la taille de votre interface graphique, eh bien ça donnera pas la même chose. Voilà, donc faites attention à ça. Ok, donc la hauteur et la largeur de la grille, c'est pas en pixels, en fait, ce sera le nombre de cases qu'on aura. C'est-à-dire que on va avoir un certain nombre de cases, ok, ici, hop, voilà, bon, je vais pas tout faire, surtout qu'en plus, je dessine mal. Et pour avoir le nombre de cases ici, je prends la largeur et je divise par la taille d'une case, tout simplement. J'aurais pu ne prendre qu'un seul attribut parce qu'en fait, j'ai autant de cases sur une ligne que sur une colonne.
Mais voilà, pour distinguer les deux, je trouvais que c'était un peu plus clair comme ça. J'ai fait comme ça. Même si au final, je fais 2 lignes de code qui sont identiques. Ensuite, grid, bah, ce sera en fait ma liste qui va contenir toutes les valeurs de mes cases. Donc en fait, chacune des cases va avoir une valeur associée dans cette grille, dans cette liste, qui est un tableau NumPy à 2 dimensions. À la base, c'est initialisé avec des 0. Ça veut dire en fait que c'est des cases vides. Donc c'est-à-dire des cases qui sont blanches. Ensuite, les boutons. Donc ça va être l'instance de ma classe buttons avec en hauteur donc la largeur en fait de mon widget bouton ou de mon menu avec mes boutons qui aura une hauteur de taille self.shift. J'ai appelé shift en fait parce que c'est un décalage en fait qui va me servir à savoir en fait pour dessiner mes cases ici. Ok. Ensuite là on a l'ajout des boutons. Donc en fait là je vais mettre les coordonnées et les tailles de mes boutons ainsi que leur texte associé, leur couleur. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis des tuples alors que j'ai littéralement des constantes ici. Il faudra que je change ça parce que ça c'est une mauvaise pratique. Parce que là vous voyez que j'ai plein de couleurs qui restent identiques. Enfin en fait là c'est du blue qu'il faut mettre. Bon, je vais le faire en même temps. Allez hop. Là aussi c'est du blue donc je vais faire comme ça. Voilà hop et comme ça. Là c'est du red hop. Et là c'est du green. Voilà c'est beaucoup mieux comme ça. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors je vais le faire avec un seul et après le reste je vais survoler un petit peu parce que c'est le même principe. Donc on a add button. Donc ça va être le tout premier bouton qui est le plus à gauche. Donc lui ce sera le bouton avec generate. Donc il va être en coordonnées x0, y0 parce que c'est le haut gauche. Sa largeur ce sera, je veux que les boutons soient tous de même taille. Donc je vais diviser en fait la largeur de l'interface graphique par le nombre de boutons. Je fais une division entière parce qu'en fait les rectangles doivent être des entiers. Enfin les valeurs qu'on donne pour nos rectangles c'est des entiers. Ça peut pas être des flottants. Vous pouvez placer des flottants, mais il va les convertir automatiquement en entiers et il va les convertir un peu comme il a envie. Donc il va prendre la partie entière supérieure ou inférieure. Donc je fais tout simplement la largeur divisée par le nombre de boutons pour avoir la largeur d'un bouton. Et ensuite la hauteur, c'est simplement le self.shift, c'est la hauteur que j'alloue pour mes boutons. Le texte, c'est generate, la couleur c'est green, et la fonction c'est une méthode associée, donc il y aura des méthodes à chaque fois qu'on verra après. Add button, ça va être le bouton juste après, donc en coordonnées X, il faut se dire qu'il y a déjà un bouton pour mon bouton solve, je vais le dessiner, en sachant qu'il y a déjà celui-là, donc en coordonnées X, ça va être en fait ici, c'est-à-dire que on a déjà un bouton donc qui fait un certain truc, donc c'est-à-dire c'est un self.width divisé par self.endbuttons, l'espace qui est alloué ici, l'espace qui est déjà pris. Donc en coordonnées X, on va commencer là. Et en Y, c'est 0 toujours. En largeur pareil, hauteur pareil. Le texte, couleur, fonction, c'est le même principe, à part que ça change un petit peu comme valeur. Là, 2 fois self-width divisé par self-button, parce qu'en fait, on a 2 boutons qui sont déjà dessinés. Chaque bouton prend une largeur self.width divisé par self.endbuttons. Donc la coordonnée X ici, c'est 2 fois en fait la largeur d'un bouton. Voilà, et là 3 fois, 4 fois, c'est exactement pareil à chaque fois. Ok, maintenant astar, donc astar ce sera l'algorithme qu'on va utiliser pour trouver notre chemin optimal. Donc on aura une liste qui s'appelle solution path, donc ça c'est la liste qui va contenir en fait notre chemin. Donc notre chemin en fait ce sera quoi? Ce sera une liste de tuples où chaque tuple va représenter une coordonnée, où la coordonnée xy en fait ce sera les indices d'une case. Donc c'est-à-dire les indices dans une grille ici. Self.start ce sera le point de départ, self.goal ce sera le point d'arrivée, donc c'est-à-dire le point objectif. On commence de self.start, donc une case start, et on va arriver à goal. Et self.explode, c'est tout simplement en fait toutes les possibilités, tous les chemins qu'on a testés. Ça va être pour notre animation, vous savez, avec les cases rouges. Ensuite, on a animation. Donc animation, ce sera pour, en vrai, en lien avec ce qui est l'animation pour l'affichage, vous savez, progressif en fait du parcours de nos chemins. Donc animation speed, ce sera du 0.01 seconde, ça veut dire que c'est à moitié de l'animation, hein. C'est pas vraiment l'animation, mais en gros, on va afficher une nouvelle case, on va atteindre 0,01 seconde, et on va afficher la case suivante. Et ensuite, on va attendre 0,01 seconde, on va afficher la case suivante. Et vous voyez, c'est cet effet en fait d'animation que j'ai créé en fait pour faire une pseudo-animation sur mon interface graphique pour montrer le déroulement progressif en fait de la recherche
de A*, donc de l'algorithme qui trouve le chemin optimal. Alors je dis chemin optimal, mais ça veut pas forcément dire le chemin le plus court aussi, si vous connaissez l'algorithme A*, mais ça trouve un chemin qui est intéressant. Ok, bon, on va commencer du coup avec les méthodes qui sont liées à nos boutons. Donc clear walls. Alors clear walls, c'est lié à ce bouton là. Ça va supprimer les murs, c'est-à-dire les cases noires. Alors déjà petite convention, np.zeros, donc ça veut dire que nos cases vides c'est des zéros. Si elles contiennent, si une valeur est un 1, ça veut dire que c'est un mur, c'est-à-dire c'est une case noire. Donc pour supprimer les murs, eh bien, il faut tout simplement réinitialiser les valeurs, enfin les cases qui contiennent des 1. Eh bien c'est exactement ce qu'on fait ici. On parcourt toutes les valeurs de notre tableau. Donc c'est un tableau à 2 dimensions. Donc un tableau à 2 dimensions, ça veut dire qu'il va y avoir des lignes et ensuite des colonnes. C'est comme une matrice. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre de lignes en fait et le nombre de colonnes à chaque fois. Les valeurs sont les mêmes ici, donc j'aurais pu faire la même chose, j'aurais pu faire un for i in range self.grid width et self.grid height ensuite, self.grid width à nouveau, pardon. J'ai juste voilà, voulu faire un peu la distinction. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que pour accéder à une case, donc d'un tableau NumPy, on indique la ligne et ensuite la colonne. Ok, donc là je vais aller à la im ligne et ensuite je vais aller à la jm colonne. Et ça va me donner une case. Donc c'est la case en fait ij, d'index ij. Et si cette case contient un 1, eh bien alors je la réinitialise. Ah, et ensuite on a direct A*, je vais peut-être faire les autres en attendant. On a clear pass, donc clear pass c'est quoi? C'est pour tout enlever sauf les murs. Donc en fait je veux enlever le chemin qui a été trouvé, les chemins qui ont été explorés, et le point start et le point goal. Bah voilà, je fais littéralement ça, je réinitialise tout. Alors ensuite j'ai aussi current pass drone et current explode drone que j'ai pas trop abordé. Ce sera lié à l'animation, en fait, c'est pour savoir où est-ce qu'on en est sur notre animation. Qu'est-ce qu'on a déjà affiché jusqu'à présent de nos chemins. Bah ça, je les réutilise aussi. Et ensuite, clear, bah on clear everything, enfin, on enlève tout. Donc, c'est-à-dire qu'on réinitialise notre grille, on enlève la solution actuelle, on enlève les points start et goal, tout ce qui a été exploré, tout ça. Maintenant, il nous reste du coup 2 gros algorithmes. Donc, le premier, c'est l'algorithme A*, donc c'est-à-dire quand on a trouvé un chemin, et ensuite l'autre qui servira à générer les mazes, donc c'est-à-dire les labyrinthes. Donc ça va être la méthode solve qui va être liée au bouton generate. La méthode solve, si déjà il y a un point de départ et un point d'arrivée, on va commencer la recherche du chemin entre les deux, et on va utiliser un A*. Sinon, on va dire le point de départ ou d'arrivée n'a pas été mis en place. Alors, A*, comment ça fonctionne? Alors, je vais enlever ça. Ok, hop. Voilà. Donc A*, on est dans une grille. Ok, c'est en général ici qu'on l'utilise. Et c'est un algorithme en fait qui permet de dire bah ok, là j'ai un point ici de départ. Ok, et là j'ai un point d'arrivée que je vais noter avec 2 points d'exclamation parce que pourquoi pas. Et bah dis-moi quel est le chemin optimal. Donc là imaginez que ça c'est que des cases. Ok. Et on peut se déplacer soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. Ok, donc quel est le chemin optimal? Trouver le chemin optimal, c'est trouver le chemin en fait qui est un des plus courts. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir une fonction qui va évaluer le coût de chacun de nos chemins. En général, on l'appelle f, ok, f de n. C'est-à-dire qu'en fait, du point de départ jusqu'au point n, quel est le coût? Le coût, il va être composé de 2 choses, donc c'est-à-dire le coût de déplacement, ok, et le coût de déplacement, on va dire c'est un coût de 1 à chaque fois que tu te déplaces d'une case, d'accord? Donc lui, on va appeler cette fonction g. Ok, g de n. Donc cette fonction, elle va nous dire, voilà, pour aller jusqu'au point n, combien ça nous coûte de nous déplacer. Donc on va dire, en général, c'est un coût de 1 pour chaque déplacement. Ce qui veut dire que on peut pas s'amuser à faire 5000 déplacements, parce que ça va coûter cher. Et ensuite, on aura une heuristique, ok, qui nous dit, ok, quel est le coût entre ce point n et le point d'arrivée. Donc admettons notre point n il est ici, d'accord. Donc quel est le coût en arrivant ici. Alors ça on peut pas faire un calcul précis. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle une fonction heuristique, c'est-à-dire c'est une fonction qui évalue quelque chose. Donc ici ça évalue notre coût d'aller jusqu'au point de destination. Ça veut pas dire que le calcul est précis. Ça veut dire qu'il essaye de trouver le vrai résultat en sachant qu'on peut pas le trouver en pratique parce qu'il est trop compliqué à calculer. On pourrait le faire si on dit on a une capacité de calcul infinie. Mais si c'est pas le cas. Alors après, là, ce qu'on va faire, c'est que pour le calculer, on va utiliser ce qu'on appelle la distance de Manhattan, qui est
vous connaissez la distance euclidienne, hein, qui permet de calculer une distance entre deux points. Là, c'est une distance, en fait, qu'on peut appeler aussi en distance en escalier, c'est-à-dire que on va, en fait, juste calculer une distance en considérant qu'on ne peut pas faire des diagonales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en diagonale, donc on ne peut pas faire comme ça, ok? En admettant que ici, vous voyez, vous avez une case, et là, vous avez une case ici. Non. Là, on suppose qu'on peut faire que aller vers l'avant, vers l'arrière, ou en haut ou en bas. Et la distance de Manhattan, ça va évaluer ça. Ça va nous évaluer en fait cette distance de cette manière. Et ça, c'est une heuristique qui est assez proche de la réalité parce que la manière dont on se déplace correspond beaucoup en fait à ce qu'évalue en fait cette fonction heuristique, c'est-à-dire la distance de Manhattan. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, ok, on a du coup notre fonction qui nous permet d'évaluer le coût. Ce qu'on fait, c'est qu'on part de notre point de départ, on dit, ok, on a un point de départ, on va regarder chacun de ses voisins. Ok, donc les voisins, ça va être les cases qui sont à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est-à-dire les cases qui sont ici, ici et ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va évaluer chacun de ces voisins. Donc on va les évaluer avec notre fonction coût f, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire point il est ici. On va évaluer chacun de nos voisins. Donc notre point notre goal, notre objectif, il est ici. Ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des voisins, on va calculer sa fonction coût et on va prendre en fait le voisin qui a la fonction coût la plus basse. Pourquoi ? Parce que nous, on veut minimiser cette fonction coût. On veut trouver le chemin le plus qui coûte le moins cher. Admettons, c'est celui-là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette case-là, ce point-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter le même truc. On va dire, maintenant, on va s'occuper de lui. On va regarder ses voisins. Donc on va regarder en haut, à droite, en haut, à gauche, en bas, tout ça. Donc on va regarder ces points, tout ça. Celui-là, on va pas le faire parce qu'il a déjà été exploré. Donc on va aussi noter en fait les points ou les cases qu'on a déjà explorées. Et donc là, il nous restera 3 cases à explorer. Et on va évaluer chacun de nos points, donc chacun de ses voisins, et on va regarder à nouveau celui qui a le coût le plus bas. Et pareil. Et jusqu'à ce que, en fait, on va avancer comme ça, jusqu'à ce que on arrive en fait à une case qui soit en fait notre case d'arrivée. Et notre case d'arrivée, on va faire OK, c'est bon, on a trouvé notre truc. Alors évidemment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut conserver en fait les chemins que l'on fait. Parce que une fois qu'on arrive ici, si on n'a rien stocké, on va dire ok, on est arrivé au chemin au point objectif, mais on sait pas quel est le chemin qu'il faut faire. Donc il faut stocker ça aussi. Et c'est ce que va faire en fait notre algorithme A*. Voilà, donc c'est ça, hein, l'algorithme A*, c'est vous avez un point de départ, vous avez un point d'arrivée, vous prenez votre point de départ, vous regardez ses voisins, vous évaluez le coût de chacun de ses voisins à partir de deux fonctions, qui est une qui évalue le coût de déplacement et l'autre qui évalue l'heuristique pour estimer le coût restant entre ce point et le point objectif. Vous prenez le voisin en fait qui a le coût le plus bas et vous vous déplacez et vous stockez aussi évidemment ce voisin. Enfin vous stockez en fait les cases que vous avez déjà explorées. Je vais vous montrer le code, vous comprendrez tout de suite mieux. Ok, A*, c'est tout ça. Ok, il est peut-être un peu gros, je vais peut-être pas l'afficher en grand. Alors A*, donc moi il prend deux paramètres, on s'en fiche un peu, c'est start et goal, qui sont du coup les coordonnées de nos deux points. Donc le point de départ et le point d'arrivée. Ensuite, openSet. Donc ça, openSet, ça va être notre tas. Donc un tas, c'est une structure de données que je vais manipuler en utilisant heapq, qui nous permet en fait de faire des tas. Donc c'est juste une liste en fait qui est organisée d'une certaine manière. Ce openSet, il va contenir nos points qu'on doit explorer. Ok. Donc et c'est des points qui sont intéressants en fait, c'est-à-dire c'est des points qui ont une fonction coût qui est basse. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence à initialiser cette liste, cette openSet, avec le point de départ start. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre dans ce tas, en fait, un tuple à chaque fois où la première valeur, ça va être le coût, ok, qui va être donné par une fonction coût, notre fonction f, et on va mettre la coordonnée du point. Là, je mets 0 parce que c'est notre premier point en fait, donc on n'a encore rien fait, d'accord? Donc on met 0. Ensuite, là, on va avoir un dictionnaire qui va nous dire d'où est-ce qu'on vient. Donc ça va nous aider pour savoir le chemin en fait qu'on a fait jusqu'à présent. Gscore, donc ça va être notre fonction g qui nous donne le calcul, le coût en fait de départ jusqu'à notre point actuel. Donc qui évalue en fait les coûts de déplacement. Et f, alors f je l'ai appelé ici, c'est pas bon. F ici c'est mon truc h, c'est en fait la fonction heuristique qui m'évalue en fait entre le point où je suis et ce qu'il me reste à faire pour arriver au point optimal, donc l'évaluation du coût. Ensuite, visited, c'est tout simplement en fait les points que j'ai déjà visités. Je vais pas réévaluer en fait des points ou des cases que j'ai déjà évalués. Donc ça c'est un set, ça c'est juste pour dire je veux pas avoir deux valeurs identiques parce que ça peut arriver. Je peux en fait avoir deux cases qui ont le même voisin.
Sauf que bah moi je veux pas réévaluer 2 fois le même voisin si c'est la même case au final. C'est pour ça que je fais un set, c'est pour avoir en fait que des cases différentes. Comme ça moi je vais pas stocker 2 cases qui sont les mêmes en fait. J'en aurai qu'une seule et ce sera moins coûteux en mémoire. While open set, donc ça veut dire tant que j'ai quelque chose à explorer. Donc tant que j'ai une potentielle case en fait pour construire mon chemin. Current. Donc current, je récupère la première valeur de mon tas. Donc c'est-à-dire la valeur qui a la fonction heuristique, la fonction coût la plus basse. Je prends la deuxième valeur du tuple, donc qui est ma coordonnée, qui est lui-même en fait un tuple. Je l'ajoute au visited. Ok. Je fais visited.add current. Ça veut dire que ça y est, je dis cette case, je l'ai visitée. Ensuite, si current c'est le goal, c'est-à-dire que c'est l'objectif, eh bien ça veut dire que j'ai trouvé un chemin qui fonctionne bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé un chemin qui va de start jusqu'à goal. Donc le pass, je vais construire le pass. Pour construire le chemin d'accès, je vais parcourir en fait toutes mes clés de came from. Donc c'est-à-dire en fait came from, ça va me donner en fait le chemin que j'ai besoin. Et je vais pouvoir le reconstruire grâce à ce dictionnaire là. Et ensuite à chaque fois je vais ajouter et je vais penser aussi à ajouter le point de départ parce qu'il n'a pas été mis dans current. Et je reverse parce qu'en fait c'est mis dans vu que je commence, enfin comment dire ça, le chemin en fait qui sera stocké dans pass actuellement, en fait il va commencer par la fin. Le début de la liste sera la fin en fait. Donc c'est pas ce que l'on veut. Donc je retourne en fait j'inverse en fait, donc c'est-à-dire la dernière valeur va être la première valeur qui va me permettre en fait de commencer par la case de départ et me donner les cases suivantes pour arriver jusqu'à la case de fin. Et ensuite je fais un return pass, donc je sors de ma boucle et de ma méthode qui me donne le chemin optimal. Ensuite là je vais faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que je vais regarder chacun de mes voisins. Donc pour cela je vais prendre les directions droite, gauche, haut et bas, donc qui seront des tuples. Donc 0, 1 ça veut dire que en X je me déplace pas, parce que je reste, et en Y, j'augmente de 1, donc je vais regarder la case d'en dessous. Parce que je vais augmenter d'un indice de 1. D'accord? Alors, sauf que ici, on a un numpy, donc j'ai inversé. Donc ça veut dire que là, alors comment dire ça? Je vais avoir, donc, neighbor qui va être égal à current.direction 0. Donc par exemple, ici, je vais avoir la même coordonnée en X, donc je vais rester sur la même ligne. Mais ici, après, je vais regarder la colonne suivante. Donc 0, 1 ici, avec numpy, ça veut dire que je regarde la colonne qui est à droite. Et après, vous faites le même truc pour les autres, c'est le même principe. Je vérifie d'abord que cette case, donc neighbor, est bien une case valide, c'est-à-dire que son index est positif, et que c'est inférieur à la largeur de la grille. Si c'est une case qui est un mur, donc c'est-à-dire qui est égal à 1, ou que la case a déjà été visitée, je ne vais pas la réévaluer, parce que si c'est un mur, je ne peux pas aller sur cette case-là. Si je l'ai déjà visité, je l'ai déjà stocké, donc je n'ai pas besoin. Ensuite, tentative G-score, donc ça va être le score actuel plus 1 de G, ok? Donc celle qui évalue en fait le coût de déplacement. Là, j'ai fait un déplacement de 1, donc je me déplace donc j'ai un coût de 1. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à jour tout ça. En fait, on va mettre à jour uniquement le chemin jusqu'à un voisin si on a trouvé un chemin qui est plus court, donc c'est-à-dire qui diminue notre fonction G, qui a un score de G qui est plus petit. Ou alors si on n'a pas encore évalué ce voisin. Donc si on n'a pas évalué ce voisin, on va le mettre. Si par contre on a trouvé en fait on a trouvé un chemin qui nous donne un coût moins important, alors on va mettre à jour tout ça. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire notre nouveau chemin, on va l'agrandir en fait. Donc on va dire voilà, ça c'est notre chemin pour arriver jusqu'à notre neighbor, ok. Et on va mettre à jour nos fonctions coûts. Donc la fonction G, ça va être tentative G-score parce que on s'est déplacé de 1, donc on a augmenté le coût de 1. Et la fonction F, donc c'est mon heuristique, ça c'est vraiment pour contre F ici, ok. C'est-à-dire la fonction G plus la fonction H, donc ma fonction heuristique, donc c'est-à-dire qui évalue le coût restant entre le point actuel et le point objectif. Et ensuite j'ajoute du coup ce point-là avec son score ici. Voilà, dans mon tas qui sera ensuite traité par la suite. Et ensuite ce que je fais, c'est que je fais un self.explode.append current. Donc en fait ça va me servir pour afficher, vous savez, mes carrés rouges, pour savoir en fait toutes les cases qui ont été explorées, pour voir en fait tous les chemins qui ont été tentés. Ici je fais un return liste vide si en fait je ne trouve pas de chemin optimal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin existant. Par exemple, en fait, les deux points sont séparés par un mur que je ne peux pas franchir à aucun endroit.
parce qu'il n'y a aucun endroit où je peux passer. Donc je retourne une liste vide pour dire bah il n'y a pas de chemin. Ensuite là j'ai un generate, donc ça sera ma méthode en fait pour générer les labyrinthes. Alors ce que je vais faire c'est que tout d'abord je vais tout initialiser, je vais initialiser en fait ma grille comme ayant que des murs, donc en mettant que des 1, et ensuite je vais faire un self.dfs qui va me créer en fait mon labyrinthe. Donc DFS en fait c'est je me base sur un algorithme qui s'appelle Depth First Search, donc c'est un algorithme en fait de parcours en profondeur. L'idée ici, hop, je vais réinitialiser tout ça. Donc imaginons nous avons une grille, ok, il y a que des murs, donc imaginez tout ça c'est noir. Ce qu'on fait c'est qu'on dit bah ok, là je vais commencer ici, je vais dire ça c'est plus un mur, c'est mon chemin. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un voisin au hasard, donc par exemple, admettons lui, et je vais dire, bah ça va être un nouveau chemin. Donc c'est-à-dire que cette case ici, donc là imaginez nous avons 2 cases, ces 2 cases-là ne sont plus des murs. Et ensuite, je vais reparcourir, je vais reprendre un voisin au hasard, comme ça, et je vais faire plein de trucs comme ça. Et je vais continuer jusqu'à arriver, bah, par exemple, à un point en fait, où le voisin que je vais prendre, bah, il n'a pas de voisin, donc je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remonter, et je vais regarder à nouveau un autre voisin, comme ceci. Et ce que ça va faire en fait c'est que ce parcours là de chemin, donc en fait je vais essayer de trouver, je vais dégager un chemin qui va être un grand chemin qui va me permettre en fait de créer en fait mes parcours possibles dans mon labyrinthe. Parce qu'à la base tout était des murs, et là ce parcours que je fais, à chaque fois que je parcours une nouvelle case, je dis ce n'est plus un mur, c'est un chemin, ça fait partie de mon chemin. Donc ça va être un appel récursif en fait au final, où je vais explorer jusqu'à arriver à une limite. Comment ça fonctionne? Donc ce que je fais c'est que le point actuel où je suis, eh bien, je dis que ce n'est plus un mur, c'est une case vide. Ensuite, je vais prendre les directions. Donc les directions, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah voilà, ça c'est mes directions, donc soit aller à gauche, en haut, en bas, tout ça, pas de diagonale. Chaque direction, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer en fait les nouvelles coordonnées du pas, enfin de là où j'ai envie d'aller. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier d'abord qu'elles existent vraiment. Donc vous voyez qu'elles aient un index positif et qu'elles soient inférieures à la valeur maximum qu'elles peuvent avoir. Si j'ai trouvé un mur et aussi NX, NY, donc c'est vraiment pour vérifier si on a une case en fait qui est un mur. Donc c'est la case vraiment suivante, et donc la case qui reste entre notre point actuel et la case NX, NY, eh bien alors on la met à 0. C'est-à-dire que on a trouver un mur à un endroit, donc juste avant, on va mettre du coup à 0 qui va continuer notre chemin actuel, et vu que cette case y plus dy et x plus dx, c'est la case qui est juste après du coup notre case actuelle xy. Et après ce qu'on fait, c'est qu'on fait un self.dfs nx ny, donc en fait on va continuer l'exploration. Et je vous avais dit on fait une exploration un peu au hasard parce que la direction en fait elle est random sélectionnée via ici. Alors Draw Grid. Draw Grid, c'est vraiment pas compliqué. Toute notre grille. Ça va afficher notre grille, en fait, on va dire, de base. C'est-à-dire quand c'est juste, en fait, c'est juste des cases noires ou pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt, du coup, toutes les valeurs de notre grid. Si on a une valeur 1, donc c'est-à-dire qu'on affiche une grille, enfin une case noire. Sinon, on affiche juste une case avec un contour noir. Là, il n'y a pas de coloration avec du blanc et tout, parce que ce sera fait dans une autre méthode, qui est notre méthode qui va gérer tout l'affichage. Draw Pass. Donc, Draw Pass, ça va nous servir à afficher en fait le chemin entre 2 points et faire l'animation entre 2 points. Donc comment ça fonctionne alors? On va dire le chemin est déjà affiché, donc c'est pas compliqué. On prend chaque tuple en fait de solution pass et on va afficher du coup la case en vert. Donc de chaque case qui est contenue dans solution pass, enfin les coordonnées de chaque case qui sont contenues dans solution pass. Si on doit faire l'animation, donc c'est ce que fait cette boucle ici, enfin ce if ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait if current path drawn, donc c'est-à-dire ce qui a déjà été affiché. Ça, c'est notre attribut qui nous indique qu'est-ce qui a déjà été affiché. Si c'est inférieur à taille de notre solution pass, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas affiché tout, alors on va faire un affichage où on va afficher que tout ce qui est affiché jusqu'à l'indice current path drawn. Alors en fait pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que en Pygame, quand on fait un affichage, on va d'abord faire un affichage, ok, on va afficher des rectangles, tout ça, donc là nos boutons ici. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour, et à l'itération suivante pour mettre à jour les affichages, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout effacer et on va tout redessiner. Ok, donc on a de nouveau une interface graphique de base, on va remettre le fond, on va redessiner la grille, comme ceci, voilà, les boutons ici, G, S, tout ça, et on va redessiner. Et l'itération suivante, en fait, ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura une case en plus à ajouter. Donc on va redessiner notre chemin et on va ajouter une case en plus dans notre chemin.
Ce qui fait qu'on aura l'effet d'animation, parce qu'on aura un nouveau truc qui aura apparu. Donc là, pareil, on affiche en vert, tout ça, pas de souci. Là, c'est des coordonnées, c'est vrai que j'ai pas trop parlé ici, mais c'est des coordonnées en fait IJ, donc enfin des coordonnées des index. Et pour avoir en fait leur valeur en coordonnées sur notre interface graphique, les coordonnées c'est X comme ceci et Y comme ceci. C'est-à-dire que les valeurs en Y augmentent quand vous descendez vers le bas de l'interface. Donc si vous avez une case ici, son index c'est 0, 0, donc pour avoir la coordonnée en X, bah c'est 0, et en Y, bah c'est tout simplement en fait rajouter la hauteur ici, notre self.shift ou H. Donc c'est ce que je fais ici, j'ajoute self.shift. Et là je fais un self size, et ici pareil, pourquoi? Bah parce que, en fait si je suis à une coordonnée, bah par exemple disons, je suis à celle-là, ok, il y a eu un point, enfin une case qui a déjà été dessinée, et sa coordonnée c'est 1. Donc c'est, en fait, en coordonnée X, c'est 1 fois la largeur d'une cellule, ou la taille d'une cellule, ou la taille d'une case. Si c'était ici, ce serait la coordonnée qui est en index 2, donc 2 fois la taille d'une cellule. C'est coordonnée X, 2 fois, parce que là il y a 2 cases ici. Donc ici, le coordonnée X c'est 2 fois cell size. Et Y, bah c'est Shift, et si je suis ici, bah il faut rajouter la coordonnée, enfin, faut rajouter qu'il y a une case qui a été dessinée ici, et en coordonnée Y, ce sera 1. Parce que c'est sur, c'est ma deuxième colonne. Donc je fais pareil, hein, je dessine un rectangle avec, sur quelle interface graphique, la couleur, le tuple qui indique ici le coordonnée X et Y de départ, donc point d'ancrage, et ensuite cell size, donc la taille de mon rectangle qui sera du coup ici un carré. Draw Explode, c'est exactement le même principe, sauf que on va utiliser Explore, donc c'est-à-dire tous les chemins qu'on a testés. Voilà, et on a pareil, on a Current Explode Drawn, qui nous indique en fait jusqu'où on doit afficher en fait les chemins. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on sera rentré dedans, on va incrémenter de 1 Current Explode Drawn, comme on a fait ici avec Current Pass Drawn. Et quand on va réappeler cette méthode Draw Explode, on va afficher une case de plus. Et ce qu'on va faire ici, c'est que comme avec Draw Pass, on va faire un pygame.time.wait et on va atteindre en entier 1000 fois self.animated speed. Wait, en fait, ça prend en paramètre des millisecondes. Donc 1000 millisecondes, c'est une seconde. Ça veut dire qu'en gros, le code, si on a pygame.time.wait 1000, on va activer ce code ici, et pendant 1000 millisecondes, donc une seconde, on ne va rien faire d'autre. Donc on va rester figé ici, en quelque sorte. Et ensuite, on va continuer le reste du code. Et c'est pour ça qu'on a cet effet d'animation, c'est qu'en fait, toutes les 0,1 secondes, parce que là j'avais mis, dans toutes les 0,01 secondes, j'avais mis animated speed à 0,01, donc 0,01 fois 1000, bah du coup ça nous fait 0,01 seconde. Ça veut dire qu'en fait ici on s'arrête 0,01 seconde et après on recommence, on redessine la suite. Donc en fait il y a un petit temps en fait où il n'y a rien, donc on a le temps du coup de voir le changement et donc d'avoir un effet d'animation. Et c'est le même principe que je fais entre Draw Pass et Draw Explode. Ensuite, Draw Start Goal, bah c'est si j'ai un point de départ, un point d'arrivée, bah je les affiche. Donc en faisant orange et purple, tout simplement. Pareil, je récupère leurs coordonnées en X, Y qui sont des index et je les multiplie du coup par cell size, et si c'est en Y, je repense à rajouter self.shift pour avoir le décalage. Ensuite, Draw, donc ça c'est la méthode que je vous disais qui va tout afficher. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait tout d'abord screen fill self.background, c'est-à-dire qu'on va mettre du blanc. Ensuite, on va dessiner la grille, on va dessiner les boutons. On va faire Draw Explode, ok. Si ensuite on a tout affiché, c'est-à-dire que Current Explode Drawn, donc on a affiché toutes les tentatives de chemin, alors on va afficher le Draw Pass. Donc on va afficher le chemin. Et le chemin, donc Draw Pass, donc c'est le chemin optimal. Donc soit on va l'animer, soit on va l'afficher en entier parce qu'on a déjà fait l'animation. Et ensuite on fait Draw Start Goal. Draw Start Goal, c'est ici, c'est-à-dire les 2 points qu'on a là. Ensuite, là le reste, ça va être du coup les interactions entre l'utilisateur et l'interface graphique. Donc on va avoir des méthodes que je vais vous montrer après. Donc 2 méthodes après qui vont être liées en fait à ce qu'on va faire. Donc l'interaction, ça va être quoi? Donc tout d'abord, Pygame, je rappelle, le fonctionnement c'est vous avez besoin d'une boucle qui tourne indéfiniment pour continuer à faire tourner l'interface graphique. Pour la faire tourner et pour éviter que ça pose problème, il faut quand même avoir une possibilité de fermer cette interface graphique sans que le code plante, ou enfin le faire d'une manière on va dire élégante. C'est ce qu'on va faire, on va ajouter la possibilité de cliquer sur la croix rouge et de fermer l'interface graphique. Donc il va nous falloir une boucle, donc on va la faire dans la méthode run. Run va avoir 3 variables, run, drawing et erasing. While run, donc tant que c'est vrai, donc on va parcourir cette boucle. On va ajouter tout de suite la possibilité de fermer avec la croix rouge. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer tous les événements, donc les events ou les événements, c'est les interactions que l'utilisateur fait avec l'interface graphique. Donc cliquer, appuyer
sur une touche du clavier, donc ça sera pas une interaction avec l'interface graphique directement, ou sinon appuyer sur pygame.quit, donc c'est-à-dire la croix rouge. Et s'il appuie sur la croix rouge, donc ça on peut le récupérer en faisant for event in pygame.event.get, if event.type pygame.quit, et bien on fait run égale à false, donc cette boucle va s'arrêter. Alors ensuite le reste, donc je rappelle, les interactions, c'est on peut cliquer, faire un clic gauche et appuyer, donc soit sur un bouton, soit poser le point de départ et ou le point d'arrivée. Ensuite, il y a les clics droits, où les clics droits, on va pouvoir dessiner nos murs. Ok, donc on maintient le clic enfoncé et tant qu'on passe sur des grilles, on peut maintenir le point. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut continuer à dessiner les murs. Et ensuite, si on fait un clic droit sur un mur, on va pouvoir l'enlever. Et si on fait un clic droit enfoncé sur un ensemble de murs, ça efface tout. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de faire des clics droits sur chaque case. On peut juste faire un clic droit enfoncé et tant qu'on passe la souris sur des murs, ça efface. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire if event.type égale pygame.mouse button down. Donc ça veut dire est-ce que il y a eu un clic enfoncé? Est-ce que l'utilisateur a pressé un de ces boutons de la souris? Si c'est le cas, alors on va récupérer la position. Donc c'est-à-dire si l'utilisateur a cliqué sur l'interface graphique, on va récupérer la coordonnée de ce point où il a cliqué. Si la position Y est plus grande que self.shift, ça veut dire qu'on est du coup sur la grille. Si c'est event.button égale à 1, ça veut dire que c'est un clic gauche. Si c'est un clic gauche et que il n'y a pas le bouton, il n'y a pas le point start ou le point goal, alors on va faire handle left click. Handle left click, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on va transformer nos coordonnées en indice de case. Donc pour cela, ce que l'on fait, c'est que on divise pour x divisé par cell size, tout simplement parce que ça nous permet de compartimenter en fait nos valeurs. Et pour y, on fait pose 1 moins self.shift parce qu'il faut prendre en compte le décalage qui est fait par les boutons, divisé par cell size. Si la case du coup où il a trouvé, donc l'index où on est, la coordonnée de cette case, c'est une case qui contient un 0, alors c'est bon. Bah déjà, ça veut dire qu'on peut bien poser un start ou un goal ici. Si start est un non, eh bien ça veut dire que self.start, il va lui falloir lui donner ces coordonnées là, et on va le mettre la valeur 2 à cet endroit là. 2 c'est pour représenter la valeur, dire que ce point là contient le point de départ. Sinon, si goal est un non, alors self.goal xy, c'est-à-dire que notre point start a déjà été mis, le point goal du coup doit être mis, donc ça veut dire que on va mettre du coup le point goal dans cette coordonnée là. Et cette case-là va avoir la valeur 3 pour la différencier. Sinon, si start et goal ont déjà été mis et que c'est un clic gauche, ça veut dire qu'en fait, c'est un mur qu'on va pouvoir mettre. Ok? Donc les murs, soit on clique, juste on fait un petit clic, soit on fait un clic enfoncé, on déplace notre souris dessus. Donc ça c'est pour les clics gauche. Et ensuite, si donc on a déjà mis start et goal, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre drawing égale à true, et on va rappeler à nouveau handle left click. Donc là, ça veut dire que pour la suite, en fait, on va pouvoir en fait, on est en mode, on va dessiner, donc c'est-à-dire que on va pouvoir survoler avec la souris et dessiner des murs par la suite. Mais ça sera par la suite. Ça, c'est ce que fait ce drawing, c'est pour préparer la suite. Sinon, là, ce que ça fait juste, c'est qu'on dit, cet endroit où on a cliqué, vu que start et goal ont déjà été mis, là, on va mettre un mur. Ensuite, si c'est un clic droit, donc on fait event.button égale à 3. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait erasing égale à true. Donc, ça veut dire que on est dans le cas, en fait, on va potentiellement effacer par la suite, si l'utilisateur maintient le clic enfoncé. Pareil ici, on va dessiner des murs si le clic est maintenu enfoncé, mais ça on le vérifiera après, que le clic est maintenu enfoncé. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on fait handle right click, donc ça veut dire que, en fait, si on clique sur une case qui est valide, qui contient 1, 2 ou 3, on met cette case à 0, et si c'est la coordonnée de start ou de goal, alors on pense à enlever leurs coordonnées à leur attribut respectif. Ensuite, on fait aussi self-buttons.check click. Donc ça, j'aurais peut-être dû mettre un else. En gros, c'est après ce if. Donc ça, c'est si en fait on a cliqué sur un bouton. Donc ça, on le vérifie avec le check click qu'on avait déjà vu, qui était ici, qui permettait de voir si en fait un point, si la coordonnée en fait, si un point, donc pose ici, qui contient les coordonnées xy, est-ce que c'est un point qui match avec un point qui est sur un des rectangles en fait d'un des boutons. Et si c'est le cas, alors ça veut dire qu'on a cliqué sur ce bouton, donc on active la fonction. Ensuite, si mouse button up, ça veut dire que on relâche le clic. C'est-à-dire qu'on a cliqué, là on relâche. Si c'est un bouton gauche, alors drawing on met à false, ça veut dire qu'on ne peut plus dessiner maintenant.
Si c'est un clic droit, alors ça veut dire qu'on ne peut plus effacer maintenant, donc on met erasing à false. Ensuite, si event type égale à pygame.mouseMotion, ça veut dire que la souris se déplace sur l'interface graphique. Alors, on récupère la position. Ouais, je l'ai récupéré ici, c'était une bonne idée, parce que ça se trouve ici, des fois, ça c'est une variable locale. Peut-être qu'il peut avoir du mal à récupérer ensuite ici, vu que c'est dans un autre if. Ok, bon, c'est bon. Si donc la position est super à nouveau à self.shift, et que on dessine, donc si on a join qui est égal à true, donc ça veut dire que on a un clic gauche qui est maintenu, ok, eh bien on va dessiner des murs. Ou alors si on a, bon ouais, ça c'est un cas peut-être un peu embêtant, c'est si on n'a même pas dessiné de start et de goal, alors ça va dessiner start et goal et ensuite les murs. Donc ça veut dire que start et goal seront très très proches, puisque ce sera le clic enfoncé qui va se déplacer sur la grille. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, si c'est erasing, ça veut dire alors du coup que on va effacer, on va effacer en fait les points où on va passer dessus. Donc les cases où on va passer dessus, vu qu'on aura un clic droit enfoncé et qu'on aura erasing qui est à true, du coup, vu qu'on a un clic droit qui est enfoncé, et qu'on passe la souris sur des parties de l'interface graphique et plus particulièrement sur des parties de la grille, alors ça va effacer. Et ça peut tout effacer en fait. Vous voyez que ici, ça peut tout effacer. Dès qu'il y a une case qui n'est pas à 0, alors on l'efface. Et ensuite, à la fin de ce for, donc du coup là, c'est vraiment toutes les interactions qu'on peut faire. Donc c'est-à-dire fermer la fenêtre ou faire des clics gauche, clics droit, tout ça. Et en dehors après cette boucle, on a un self.jo qui est du coup l'appel de cette méthode qui va mettre à jour régulièrement l'affichage de notre interface graphique. Donc je rappelle, à chaque fois, on est obligé de redessiner par-dessus tout. C'est comme ça que fonctionne Pygame. Ça permet d'éviter d'avoir certains problèmes visuels aussi. Et donc du coup, on va tout dessiner et on va remettre à jour certains trucs. Donc par exemple, une case qui a été colorée, cette fois-ci ça va être affiché. Et cet affichage aussi il est fait grâce à pygame.display.flip, que j'ai oublié de dire, qui permet de mettre à jour l'interface graphique. C'est pas tout de juste dire on dessine des trucs, il faut aussi appeler cette méthode pour dire et l'interface graphique, mets-toi à jour s'il te plaît, il y a des nouveaux trucs que tu dois afficher. Et ensuite, main.py, on fait tout simplement import pygame from src from src.gui import gui. On utilise aussi les modules de pygame, il y en a besoin pour certains. Ensuite main, donc on met la hauteur et la largeur de notre interface graphique. On crée notre interface graphique en faisant screen est égal à pygame.display.setMode width et height. Et ensuite on fait pygame.display.setCaption. Ça c'est pour mettre un titre. Et ensuite on instancie gui et on fait gui.run et on n'oublie pas d'appeler la fonction main qui lancera du coup notre interface graphique avec la classe gui qui va gérer notre interface graphique, donc faire les affichages, faire les interactions, afficher la grille, afficher les boutons, etc. Et voilà, c'est fini. Donc nous avons maintenant notre interface graphique, et on peut donc générer par exemple un maze et ensuite calculer le chemin. Oh putain, le chemin il était assez rapide à faire. Pour faire clear all, ensuite on peut essayer de s'amuser à faire un truc un peu complexe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un truc comme ça par exemple. Et là, voilà, j'aime bien faire des trucs, on va dire un peu bâtard, où le chemin en fait il est obligé de parcourir une grosse partie de la grille. Hop, comme ceci. Et ensuite tu vas être obligé de faire ça par exemple, les hop. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ah, il y a peut-être réussir à passer là en fait. J'aurais dû bloquer. Ah, en fait, oui, j'ai oublié de bloquer ici. Merde. Bon, on va voir. Hein. Ça peut être intéressant. Mais oui, je pense que oui, du coup, il a trouvé son chemin, ça y est. Ok. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, on va mettre le point ici et le point ici. Et lui, on va le mettre là. Voilà, donc il va être obligé de faire ça. Ça. Descendre ici. On va faire ça. Non, on va bloquer ici. On va enlever là. On va faire comme ça par exemple. Allez, on improvise un petit peu. Pour voir un petit peu la difficulté pour trouver ce chemin là. J'aurais aimé réussir à le faire remonter là. Et ensuite le faire redescendre jusque là. Mais je sais pas trop si je peux réussir à faire. Ouais, non, il est à trouver. Clear pass, hop. Ah bah ouais, on va bloquer comme ça. Hein. Ah là, ça va être intéressant là.
Là, il va se rendre compte qu'en fait, il peut pas aller. Il va être bloqué ici. Ah, voilà. Là, on a un truc rigolo, là. Et voilà. Oh, écoutez, sur ce magnifique dessin, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, il y a une prochaine. Salut!